L'exécution d'Anne Boleyn est souvent racontée comme un drame amoureux. Eh bien, c'est faux. Son exécution est avant tout une opération politique montée en quelques semaines, appuyée sur des rivalités mortelles, des manœuvres diplomatiques, des intérêts financiers colossaux et une justice entièrement instrumentalisée. Voici sans romance les vraies raisons qui ont effacé une reine. Pour comprendre pourquoi Anne Boleyn était condamnée avant même le complot, il faut regarder le contexte politique réel des années 1533-1536. Le contexte est en effet explosif, unique dans toute l'histoire anglaise. L'Angleterre des années 1530 est en effet un royaume qui littéralement vacille. Ses alliances traditionnelles sont brisées, son roi est excommunié et ses ennemis guettent la moindre faiblesse. Et pour comprendre ce moment, il suffit d'ouvrir les dépêches de l'ambassadeur impérial Eustache Chapuis. Ces lettres sont sans pitié. Pour lui, l'Angleterre est isolée, fragile, entourée de puissances catholiques hostiles, et Anne Boleyn est au centre de toutes les tensions. Dans pratiquement chaque rapport, il répète que l'Europe entière la considère comme une usurpatrice, une reine illégitime, la femme qui a fait basculer Henri VIII dans la rupture avec Rome. Aux yeux des grandes puissances, Anne n'est pas une consort, c'est un symbole. Et disons-le, un symbole plutôt gênant. Tant qu'elle est reine, le roi ne peut pas négocier sereinement avec l'Empire, ni se rapprocher de la papauté, encore moins espérer une détente diplomatique. Anne incarne le scandale, la désobéissance religieuse et l'humiliation infligée à Catherine d'Aragon. Elle complique chaque tentative de dialogue international et transforme l'Angleterre en anomalie politique. Pour de nombreux observateurs, un fait paraît donc évident. Si Anne disparaît, la pression extérieure peut retomber. Et si cette pression retombe, Henri VIII respire à nouveau. Elle devient ainsi une variable diplomatique. Et dans ce genre de jeu, une variable peut être supprimée. Survient alors un événement décisif, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, la mort de Catherine d'Aragon le 7 janvier 1536. Tant qu'elle vivait, Catherine représentait un point de fixation diplomatique majeur. Elle était en effet la tante de Charles Quint et sa simple existence forçait l'empereur à garder l'œil sur Henri VIII. Mais dès sa disparition, ce verrou saute. Chapuis note immédiatement que le roi se sent plus libre vis-à-vis d'Anne. Dans sa dépêche, il continue de l'appeler la concubine, un terme typique de la diplomatie impériale qui ne reconnaît toujours pas la légitimité de son mariage. Cette nuance montre surtout le regard de Chapuis plus que celui du roi. Ainsi, avec la mort de Catherine, la reine perd le seul bouclier indirect que l'Empire lui offrait encore. Il n'y a plus d'enjeu familial à protéger, et sans Catherine, Anne se retrouve politiquement nue. Quelques jours plus tard, un autre choc frappe le royaume. Le 24 janvier 1536, Henri VIII chute violemment de son cheval lors d'un exercice à Greenwich. Les témoins affirment qu'il reste inconscient un long moment. À ce stade, personne ne sait s'il survivra. Or, Anne est enceinte. Les tensions, la peur, l'impact émotionnel. Quelques jours plus tard, elle fait une fausse couche. Chapuis rapporte que cet enfant aurait été un garçon, affirmation que les historiens traitent avec prudence, mais qui circule déjà à la cour. Pour Anne, le symbole est terrible. Ce fils pouvait consolider sa position, assurer la succession, clouer les critiques, et il disparaît. Certains témoignages rapportent qu'Anne aurait confié « Je sais que je vais perdre le roi, car j'ai perdu l'enfant ». Que la phrase soit exacte ou légèrement déformée, elle résume parfaitement la situation. L'Angleterre vit obsédée par l'héritier mâle. Chaque naissance ou fausse couche devient un argument politique. Et celle de janvier 1536 tombe au pire moment. Dans l'esprit de beaucoup, ce nouvel échec dynastique fragilise irrémédiablement la reine. Pour certains, c'est même un signe divin. Pour d'autres, une preuve que le mariage n'est pas béni. Mais pour ses ennemis, c'est surtout une opportunité. Au même moment, les équilibres à la cour changent. Rien n'est jamais spontané dans un palais Tudor. La moindre variation d'humeur du roi entraîne des mouvements tectoniques. Dès que la relation entre Henri et Anne semble se compliquer, les Seymour accélèrent. Ils sont nombreux, ambitieux et plutôt organisés. Et ils ont surtout un atout en la personne de Jane Seymour, une dame d'honneur discrète, sérieuse et mesurée. Une image parfaite pour remplacer une Anne jugée trop bruyante, trop influente et trop politique. Chapuis n'a aucun doute, les Seymour travaillent activement à affaiblir Anne.
Mais ils ne sont pas les seuls. Les Howard, autre grande famille aristocratique, nourrissent leurs propres ambitions. Hostiles depuis longtemps aux Boleyn, ils voient dans le déclin d'Anne une chance de récupérer des titres, des alliances et de l'influence. La cour se réorganise vite. Dès qu'une reine vacille, il existe toujours plusieurs clans prêts à s'engouffrer dans la brèche. Et c'est précisément à ce moment de fragilité qu'un autre front s'ouvre, celui de l'argent. En effet, la dissolution des monastères, suite donc au schisme anglican, représente un enjeu gigantesque. Des terres, des revenus, des trésors accumulés depuis des siècles. Pour Henri, c'est une manne financière qui tombe littéralement du ciel. Pour Cromwell, c'est un instrument politique. Mais pour Anne, au contraire, c'est une question morale et religieuse. En ce sens, elle pousse pour que les richesses servent aux écoles, aux œuvres charitables, au soulagement des pauvres. Cromwell, lui, veut consolider l'autorité de la couronne et contrôler la redistribution. Ce n'est pas un désaccord bénin, c'est une véritable bataille idéologique et financière de plusieurs millions en valeur actuelle. Les sources rapportent que les tensions deviennent dès lors publiques. Anne accuse Cromwell d'infidélité aux intentions du roi. L'humiliation est énorme. Dans un système fondé sur la faveur royale, accuser en public un ministre aussi puissant revient tout simplement à lui faire perdre la face. Et un ministre qui perd la face doit immédiatement réagir. Les historiens débattent du degré exact de menace perçue par Cromwell, mais la plupart s'accordent sur un point. À partir de ce moment, il comprend qu'il ne peut plus coexister durablement avec Anne. Si elle est reine, elle peut encore influencer Henri, orienter les nominations religieuses et peser sur les décisions financières. Et ça, Cromwell ne peut laisser passer sans réagir. La rivalité devient donc une question de survie politique. Cromwell sait qu'Anne a perdu une partie de ses appuis. Il sait que les Seymour sont en embuscade. Il sait aussi que la fausse couche de janvier affaiblit l'idée d'une succession masculine par les Boleyn. Il sait enfin que les conservateurs religieux veulent sa tête depuis longtemps. En clair, le terrain est prêt. Il suffit d'un déclencheur, d'une affaire, d'un prétexte pour lancer un processus irréversible. Pendant ce temps, un autre élément moins visible, mais tout aussi explosif, rend la position d'Anne encore plus instable, l'état de l'Église anglaise. Depuis le début de son influence sur Henri, Anne a soutenu les prédicateurs évangéliques, encouragé la lecture de textes réformateurs, protégé certains clercs contestés. À l'époque, cela pouvait servir la rupture avec Rome, mais une fois le schisme consommé, le climat change. Les conservateurs, qui ont longtemps toléré Anne par nécessité, recommence à l'attaquer. Et certains réformateurs, voyant que la reine n'a plus la même influence sur Henri, se détachent d'elle. Dans un moment où l'Angleterre cherche à stabiliser une nouvelle identité religieuse, Anne apparaît de plus en plus comme une figure polarisante. Peu à peu, elle se retrouve dans une position intenable. Elle est trop réformatrice pour les catholiques, trop compromise politiquement pour les évangéliques, mais également trop affaiblie pour son propre clan et trop isolée pour ses alliés. Elle devient ainsi une reine sans camp, une reine sans base de pouvoir solide. Et dans un système aussi brutal que celui de la cour Tudor, être reine sans camp, c'est être reine en sursis. Mis ensemble, tous ces éléments forment un tableau limpide. Sur le plan international, la mort de Catherine d'Aragon et l'image d'Anne dans l'Europe catholique suppriment les derniers freins diplomatiques. Sur le plan dynastique, la fausse couche de janvier la prive de son seul atout incontestable. À la cour, les grandes familles se repositionnent en faveur d'un changement d'épouse. Sur le plan politique, la confrontation avec Cromwell la place face à un adversaire extrêmement dangereux. Et sur le plan religieux, elle incarne une figure devenue encombrante dans un royaume en pleine mutation. À partir de là, il ne reste qu'une chose, attendre l'étincelle qui permettra d'activer la chute. À partir du printemps 1536, la situation d'Anne Boleyn n'est plus seulement fragile, elle devient exploitable. Et dans un système aussi brutal que la cour Tudor, dès qu'une faiblesse apparaît, quelqu'un se charge de la transformer en arme. Cet homme, comme on l'a vu, c'est Thomas Cromwell. Il ne frappe ni par colère, ni par idéologie. Il agit parce que le roi veut une issue et parce que s'il ne la fabrique pas, c'est lui-même qui risque d'être balayé. Au final, ce qui se met en place n'a rien d'un procès classique. C'est une véritable opération politique.
Les chroniques contemporaines, en particulier la correspondance de Chapuis, laissent entendre qu'Henri VIII a fait comprendre à Cromwell qu'il voulait se débarrasser d'Anne. Aucune lettre officielle ne contient la formule spectaculaire parfois citée « Faites ce que vous voudrez, je veux m'en débarrasser ». Mais les faits montrent que Cromwell n'a pas agi contre la volonté du roi. Henri ne veut ni scandale incontrôlé, ni rumeur d'assassinat. Il veut surtout une solution propre, cadrée par la loi, en l'occurrence une issue qu'on puisse inscrire dans les registres judiciaires. Cromwell comprend immédiatement ce qu'il doit faire, trouver une base légale et s'il n'y en a pas, la construire carrément. La première étape consiste à fabriquer un dossier impossible à contester. Les chefs d'accusation retenus sont parmi les plus graves du droit Tudor: adultère, inceste, haute trahison et insinuation de complot contre la vie du roi. Sur le papier, c'est un catalogue de crimes, mais lorsque les historiens modernes comme Eric Ives, expert britannique de la période Tudor, analysent les dates et les lieux mentionnés dans l'acte, ils constatent qu'au moins une douzaine de ces réunions supposées ne peuvent matériellement pas avoir eu lieu. Certaines dates tombent pendant une période où Anne était enceinte ou en convalescence. D'autres correspondent à des jours où elle se trouvait dans un autre palais que celui mentionné dans le dossier. Et dans plusieurs cas, les hommes accusés n'étaient même pas présents dans le lieu indiqué. Il ne s'agit pas de simples imprécisions, ce sont des incompatibilités évidentes qui montrent que le dossier a été construit d'abord comme une structure narrative, puis rempli de détails censés en donner l'apparence. Et ce caractère chaotique n'est pas un défaut, c'est une véritable stratégie dans un système où l'accusé n'a pas accès à l'ensemble des preuves et où la défense ne peut pas démonter point par point des erreurs factuelles trop nombreuses. Eh bien, un dossier volontairement confus devient une véritable arme. Plus il est touffu, plus il devient difficile à contredire publiquement. Ce n'est pas une enquête qui cherche la vérité, c'est une mécanique conçue pour empêcher toute protection judiciaire. Mais pour que la machine démarre, il faut un point d'appui, une étincelle, un aveu. Cromwell le trouve dans la personne de Mark Smeaton, un musicien de la cour, homme de basse extraction et donc sans protecteur. Il est arrêté le 30 avril 1536 et immédiatement isolé. Les sources indiquent qu'il est interrogé avec insistance, soumis à de fortes pressions, parfois décrites comme psychologiques, parfois évoquées comme physiques, dans des récits ultérieurs. Tous les historiens sérieux s'accordent au moins sur un point, son aveu n'a rien de spontané. Quoi qu'il en soit, Smeaton déclare bel et bien avoir eu des relations sexuelles avec la reine. Cet aveu devient la clé de voûte du dossier. Sans lui, rien ne peut être lancé. Avec lui, toute l'affaire prend forme. Chapuis écrit très clairement que Smeaton a été contraint à avouer pour que l'on puisse procéder. Ce qui compte, ce n'est pas la vérité, mais l'existence d'un premier maillon. À partir de là, Cromwell tisse la toile et ne s'arrête pas à un seul accusé. Il ajoute des hommes soigneusement choisis. Henry Norris, membre très proche de la chambre privée du roi, William Brereton, figure influente dans les marches galloises, dont l'élimination facilite la réorganisation du pouvoir local. Également Francis Weston, un jeune courtisan en pleine ascension, et enfin George Boleyn, le propre frère d'Anne, indispensable pour insérer dans l'acte l'accusation d'inceste, la plus sensationnelle de toutes. Chaque nom sert un but, accuser Norris touche le cœur même de l'entourage du roi. Inclure Brereton permet de régler des affaires politiques régionales. Impliquer Weston donne au dossier une dimension morale. Et enfin, accuser George Boleyn détruit la famille entière. En ajoutant plusieurs hommes, Cromwell fabrique l'image d'un réseau, une corruption généralisée. Dans une Angleterre obsédée par la loyauté envers le roi, une reine entourée de plusieurs amants n'a presque aucune chance d'être défendue publiquement. Un détail précis pèse lourd dans cette construction. Une conversation entre Anne et Henry Norris, rapportée par plusieurs témoins. Selon ces récits, la reine aurait taquiné Norris en insinuant qu'il attendait la mort du roi pour se remarier. Dans le contexte de la cour, c'est une provocation, certes risquée, mais pas une confession de complot. Mais Cromwell s'appuie sur la loi sur la trahison de 1534, qui élargit considérablement la définition de la trahison en incluant le fait d'imaginer ou désirer la mort du souverain. Il lui suffit alors de transformer cette plaisanterie en preuve d'intention. Une remarque de cour devient ainsi un indice juridique. Reste la question centrale. Quel est exactement le rôle d'Henri VIII dans tout cela ?
Les documents suggèrent qu'il n'a pas construit le dossier lui-même, il n'a pas rédigé les accusations ni interrogé les suspects, mais il en est le moteur politique. Cromwell agit avec son autorisation explicite. Plusieurs sources indiquent qu'il a été commissionné pour instruire l'affaire. Le roi ne protège jamais la reine une fois la machine lancée, mais il laisse faire, puis valide. Chapuis note qu'il semblait désireux d'une solution définitive dès le début. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il veut épouser Jane Seymour, qui bénéficie déjà du soutien de puissants groupes de cour. Mais aussi parce qu'il veut un fils et que Anne ne lui en a pas donné. Parce qu'également, il veut apaiser les tensions avec l'Empire, pour qui Anne reste un symbole du schisme. Et enfin, parce qu'il veut réduire l'influence des Boleyn, devenus trop puissants à son goût. Pour Henri VIII, ce n'est plus une relation personnelle, c'est un problème politique. Anne, dans son esprit, cesse d'être une reine, elle devient une équation à résoudre, une variable à éliminer pour stabiliser un royaume en crise. En ce sens, Cromwell est l'homme chargé de résoudre cette équation. En 10 jours à peine, le pouvoir anglais parvient à effacer une reine. Le 2 mai 1536, Anne Boleyn est convoquée devant plusieurs membres du Conseil, interrogée puis conduite par barge jusqu'à la Tour de Londres. À partir de cet instant, tout s'enchaîne sans pause. Ses appartements sont scellés, ses coffres et ses lettres saisis, et son entourage est entièrement recomposé. Les 5 femmes autorisées à rester auprès d'elle ne sont pas choisies pour la soutenir, elles sont désignées pour surveiller. Elles doivent rapporter à Sir William Kingston, lieutenant de la tour, chaque parole qu'Anne prononce. Kingston transmet ensuite ses notes à Cromwell. Anne elle-même s'en plaint. Le roi, dit-elle, a placé près d'elle des femmes qu'elle n'a jamais aimées. Elle n'a plus un espace privé, plus un geste innocent. Chaque mot peut être retenu comme preuve. Les arrestations se multiplient dans les jours suivants. Mark Smeaton, Henry Norris, Francis Weston, William Brereton, puis George Boleyn, le frère de la reine. Tous sont interrogés, arrêtés et envoyés à la tour. Rien n'est improvisé. Tout suit un calendrier déjà pensé. Dès le 12 mai, les 4 premiers hommes sont jugés à Westminster Hall. Smeaton plaide coupable, seul parmi eux, tandis que Norris, Weston et Brereton clament leur innocence. Le jury, composé d'hommes pour la plupart hostiles aux Boleyn ou proches de Cromwell, les condamne tous pour haute trahison. Leur exécution est désormais programmée. Le terrain est prêt pour le procès de la reine. Le 15 mai 1536, Anne Boleyn comparaît à son tour dans la grande salle de la Tour de Londres. Le jury est présidé par son oncle, Thomas Howard, duc de Norfolk, nommé Lord High Steward pour l'occasion. Parmi les jurys siègent également Charles Brandon, duc de Suffolk, et Thomas Audley, chancelier du royaume. La salle est comble. Un échafaud a été dressé pour que plusieurs centaines, peut-être jusqu'à 2000 personnes, selon Chapuis, puissent assister au débat. Officiellement, être jugé par ses pairs est un privilège. En réalité, la majorité des jurés a tout intérêt à la chute de la faction Boleyn. La neutralité existe sur le papier, pas dans les faits. Anne n'a pas d'avocat. Comme le veut la procédure, pour haute trahison, elle ne connaît pas les preuves réunies contre elle. Elle ne peut pas faire venir de témoins à décharge. Elle ne peut pas interroger ceux qui l'accusent. Tout ce qu'elle possède, c'est sa mémoire, sa dignité et sa capacité à répondre en direct à un acte d'accusation d'une violence inouïe. Les contemporains, même hostiles, reconnaissent qu'elle se défend avec intelligence et fermeté. Mais face à un jury déjà fixé, aucune défense n'a de poids. Le verdict est prononcé coupable d'adultère, d'inceste et de trahison. George Boleyn est condamné le même jour. Derrière la morale et les discours officiels, il y a une réalité matérielle. La condamnation pour trahison entraîne automatiquement la confiscation des terres, titres et revenus de la famille. La chute des Boleyn démolit leur réseau politique et libère un espace que d'autres factions s'empressent d'occuper. Les Howard, rivaux traditionnels, retrouvent une influence qu'ils avaient perdue. Les Seymour, déjà proches du roi, deviennent des acteurs centraux. Cromwell, lui, élimine des hommes qui gênaient son contrôle sur certaines régions du royaume, notamment sur le plan administratif. La disparition des Boleyn n'est donc pas seulement une purge politique, c'est une redistribution de pouvoir, de postes et d'argent. Même le mode d'exécution est pensé. Henri VIII décide que la reine sera exécutée par le glaive, méthode rare en Angleterre, et fait venir pour cela un bourreau spécialisé depuis Calais.
Ce choix n'est pas anodin. L'épée assure une décapitation nette, rapide, sans maladresse publique. Le roi veut en effet éviter un scandale ou une scène atroce. L'exécution doit apparaître maîtrisée, contrôlée, presque propre. La mort de la reine ne doit pas donner naissance à un martyr, mais à un acte d'autorité. Le 19 mai 1536, au matin, Anne est conduite sur l'échafaud de Tower Green. À l'intérieur de la tour, une foule nombreuse regarde. Elle porte une tenue simple et prononce un discours bref dans lequel elle ne met pas en cause le roi. Elle demande à Dieu de protéger ceux qui l'écoutent. Ce respect du modèle attendu des condamnés pour trahison frappe les témoins. Puis elle se met à genoux, les yeux bandés. Le bourreau de Calais l'exécute d'un seul coup d'épée. La scène est rapide, la reine d'Angleterre meurt dans un silence officiel, soigneusement contrôlé. Le lendemain matin, le 20 mai, Henri VIII et Jane Seymour se fiancent. 10 jours plus tard, ils se marient. Jane est alors proclamée reine dès le début du mois de juin. Le message est clair, la dynastie continue, quoi qu'il en coûte. La place laissée vide par Anne devait être remplie immédiatement. Mais cette trahison, aussi rapide soit-elle, n'apporte pas la stabilité promise. Jane Seymour donne au roi un fils en octobre 1537, le futur Édouard VI. 12 jours plus tard, elle meurt des suites d'une infection puerpérale. Henri organise des funérailles somptueuses et demandera plus tard à être enterré à ses côtés, signe de l'attachement particulier qu'il lui porte. Ses épouses suivantes montrent une constante. Le rôle de reine d'Angleterre est un poste dangereux. Anne de Clèves, épousée en 1540, voit son mariage annulé 6 mois plus tard pour non-consommation et défaut de consentement. Pour autant, elle survit et reçoit une généreuse dotation. Catherine Howard, très jeune, accusée d'inconduite puis d'adultère, est exécutée en 1542. Catherine Parr, plus âgée et érudite, échappe de peu à une arrestation pour hérésie en 1546, grâce à une réconciliation savamment organisée avec le roi. Elle sera la seule à survivre réellement à Henri VIII. Au fil des années, ces unions successives, ces ruptures brutales, ces exécutions et ces annulations transforment la réputation du roi. Dans les récits européens, dans les chroniques étrangères, son image devient celle d'un mari redoutable, imprévisible, dont les femmes ne sont jamais en sécurité. Plus tard, dans l'imaginaire collectif, notamment en France, cette figure du mari multiple et dangereux trouve un écho dans des personnages de fiction comme Barbe Bleue. Le conte n'est pas inspiré directement d'Henri VIII, mais la mémoire populaire l'associe volontiers au roi anglais, tant son histoire conjugale semble correspondre aux motifs épouvantables du mari dont les épouses disparaissent les unes après les autres. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez comprendre toute l'histoire d'Anne Boleyn, non seulement sa chute, mais ce qui a rendu son ascension possible, je vous invite à voir la première partie. On se retrouve là-bas pour remonter à l'origine du drame Tudor, ou bien sur une toute autre vidéo. À très bientôt.